Bonjour, chers abonnés de Sénat Culture TV. Je vous souhaite les bienvenus dans votre émission Zoom Agro, ainsi qu'à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est un plaisir d'être ici à Ngaparou, où nous sommes venus rencontrer des jeunes qui ont décidé de rentrer au pays afin de s'investir dans la culture du gombo. Le gombo qui est une espèce de plante tropicale aux origines d'Afrique, proche de l'hibiscus et qui fait partie de la famille des malvacées. En voyant le gombo, on a l'impression que c'est du piment vert, mais son goût est totalement différent. Et même si le gombo paraît moins familier pour certains, d'autres ont sans doute entendu parler de ses bienfaits, mais peu connaissent ses vertus médicinales. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos questions que vous posiez à propos du gombo dans ce 8e numéro de Zoom Agro. Et maintenant, nous sommes avec Cheikh et Ibrahim, les deux jeunes qui ont décidé de rentrer au pays afin de s'investir dans la culture du gombo. Ils vont parler de leur parcours, mais avant tout, ils vont se présenter. Bonjour Cheikh. Bonjour et merci. Je m'appelle Cheikh Mbakedjoum et je suis avec mon associé ici, Ibrahim. Nous sommes les fondateurs de DDA, Dundu Dundel Agro, vivre et faire vivre par l'agriculture. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes rentrés ici au pays pour investir dans l'agriculture et actuellement vous êtes dans notre champ, qui est un champ de gombo et c'est notre première campagne et nous avons été accompagnés par un certain Suleiman Agne que vous connaissez très bien. Donc je vais laisser Ibrahim aussi se présenter pour que vous ayez un peu plus de connaissances sur nous deux. Bonjour Ibrahim. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, donc comme Cheikh vient juste de le dire, donc nous sommes, je vais en profiter pour dire que c'est déjà mon neveu là. Donc c'est la famille. Et nous avons décidé donc de revenir au pays. Moi j'étais à Montréal, lui il était à Paris pour investir donc dans le gombo. C'est vrai que c'est une première expérience, on ne s'y connaît pas trop. Moi j'ai un background donc de langue étrangère appliquée, traduction à la base, mais j'ai travaillé aussi dans la télécommunication pendant beaucoup d'années. Et là présentement je suis administrateur de biens immobiliers. Donc voilà, c'est un parcours un peu diabolique, mais ça le fait quoi. Voilà. Et puis la structure s'appelle, sinon se nomme Dundu Dundel Agro. Dundu Dundel Agro comme on dit, donc vivre et faire vivre par l'agriculture. Et puis nous pensons donc à cultiver donc non seulement le gombo ça a été juste une première campagne, mais nous allons après essayer de voir avec le piment, avec le poivron, etc. Pas mal de produits. Et nous espérons vraiment dans les années qui vont venir faire partie des grands joueurs en fait dans ce pays-là, dans l'agriculture. Très bien. Et quelle est cette motivation qui se cache derrière cette passion pour la terre? Alors, donc lui il est dans l'immobilier, moi je suis dans la logistique. J'ai un master 2 en logistique. J'étais à la Sorbonne Paris 4. J'étais gestionnaire de stock avant de venir. Mais nous avons en fait remarqué que pour un retour ici au Sénégal, il fallait investir. Et pour investir, il fallait un domaine bien précis. Maintenant, l'agriculture, pourquoi nous l'avons choisi? C'est parce que c'est un domaine porteur. Tous les pays au monde se développent parce que leur agriculture se développe. Donc nous, si on veut participer, c'est-à-dire il y a un peu de patriotisme qui se cache derrière aussi cette démarche que nous faisons. C'est pour cela que nous avons choisi l'agriculture et bien sûr, nous ne sommes pas limités à le choisir. Nous avons fait des investigations, nous sommes venus, nous avons fait la formation organisée Sénégal Agriculture et Suleiman Agne. Et après tout cela, nous avons choisi le gombo et nous nous sommes investis. Donc ici, vous avez 1 hectare que nous avons choisi et nous avons choisi avec un collaborateur qui s'appelle Madiamafal. C'est lui le propriétaire de cette plantation et il nous a laissé 1 hectare pour que nous puissions apprendre. Et derrière, comme l'a dit mon collègue, nous prévoyons d'élargir parce que nous avons un terrain à Sandiara et nous avons aussi une collaboration future avec même le maire de Sandiara qui veut nous proposer, en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire avec lui, un partenariat pour bien sûr mieux décoller et faire partie des grands joueurs comme il l'a dit. Très bien. Maintenant, pour parler pour partir dans le vif du sujet, c'est quel type de plante le gombo? C'est-à-dire, quand je parle de type de plante, je fais référence au cycle, la famille, la rusticité, etc. Alors, le gombo fait partie de la famille des malvacées. Donc, quand je parle de malvacées, c'est une famille dont fait partie, par exemple, le coton, l'hibiscus, et c'est une famille qui comprend 1000 genres. Donc le gombo en fait partie et c'est une plante par exemple qui a 14 variétés. Ici nous avons choisi une variété qui s'appelle Clemson Spinless. Au Sénégal j'en connais que 2, cette variété là et la variété Volta.
Mais nous avons choisi celle-là parce que nous travaillons avec des agriculteurs aguerris qui nous ont conseillé Clemson, Spinless. Maintenant, pour ce champ, il a fallu, en fait, le gombo a une spécificité, c'est qu'il aime bien les températures chaudes. Donc, c'est un légume aussi qui vient des pays africains. C'est-à-dire, nous sommes tellement dans le patriotisme que même le légume que nous avons choisi est un légume africain. Donc, ça vient d'Égypte, apparemment. Certains disent aussi d'Éthiopie, mais c'est connu un peu partout dans le monde. En Inde, aux États-Unis, on l'appelle même en Grèce le corne grec. Donc, pour vous dire que c'est connu un peu partout. Et ça a des vertus aussi. Donc, peut-être qu'au fil et à mesure des questions, nous allons revenir sur les vertus. Mais donc, pour revenir au gombo, c'est une plante qui se fait dans des zones qui sont à température chaude. Donc, c'est préférable de le faire dans des zones où il y a au minimum 25 degrés de température pour que la plante puisse évoluer et fournir les produits et la rentabilité qu'on souhaite, quoi. À part ça aussi, je pense que mon collègue va vous parler du type de sol que nous avons ici et où nous avons travaillé le gombo. Très bien. Ouais, effectivement, en fait, le type de sol ici que vous voyez, bon, il existe plusieurs types de sols. Hein. Donc, nous allons limiter juste en fait à 2 types, ou à 3. Le reste, on laisse avec ceux qui ont fait la science de la terre. Ils se connaissent mieux que nous. Mais ici, nous avons en fait un sol argileux. Il y a aussi le type sablonneux. Il y a aussi un sol qui est un peu mixte. Donc, on a à la fois le sable et l'argile. Donc, celui-là, c'est un sol vraiment qui s'adapte au gombo parce que c'est vrai que ça prend beaucoup d'eau, certes. Mais quand même, là, comme vous le voyez, quoi, vous le constatez, on est en train... il nous arrive parfois d'arroser, parfois, en fait, disons 2 ou 3 fois par semaine. Mais quand même, ça le fait, quoi. Parce que l'aubergine aussi peut pousser ici, le gombo également. Voilà, c'est ça en gros, en fait. C'est un sol qui est argileux et qui s'adapte au gombo. On n'a pas le choix, donc c'est ça. Et y a-t-il un moment propice pour cultiver le gombo? Il y a des gens qui le font à l'hivernage. Nous n'avons pas fait l'hivernage. Parce que selon notre calendrier culturel, nous n'avions pas aussi le choix. Donc nous sommes arrivés donc en février. Et puis on a commencé en avril. Okay. C'était pas encore l'hivernage. Nous avons été obligés donc d'utiliser donc les puits qui sont là, les points d'eau, les pompes. Donc on a assez dépensé vraiment en matériel. Mais ça le fait, franchement. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi en hivernage. Par exemple, ceux qui sont dans le Wallo, ils font du gombo, mais en hivernage. Mais là, nous n'avions pas le choix, il fallait commencer. Ce n'était pas encore l'hivernage, il fallait s'adapter. Et là, on apprend beaucoup parce que nous, l'avantage, c'est qu'on le fait avant l'hivernage. On l'a fait avant l'hivernage et l'hivernage, je trouve le gombo aussi en même temps. Donc, ce qui fait qu'on va apprendre 2 fois, quoi. Effectivement, c'est ça. Et d'une manière théorique, est-ce que vous pouvez nous dire comment on sème le gombo? Le gombo, c'est un semi-direct, hein, donc on n'a pas besoin de pépinière. Okay? Donc nous, ce qu'on a fait, après le traçage, donc on a fait des cuvettes, on a créé donc des trous. D'ailleurs là, on nous a reproché, ce qu'on nous a dit, c'est que les cuvettes étaient très proches. Donc, ce qui fait que ça c'est la première erreur qu'on a faite, je crois. Oui, les cuvettes étaient très très proches. Sinon, pour le reste, après le traçage, donc, nous avons retourné quand même le sol avant. Donc, et puis faire un traçage, faire les cuvettes, mettre donc le fumier. Et puis mettre aussi de l'eau avant de mettre. On a créé, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, sur chaque cuvette, on a choisi 4 coins. Et sur chaque coin, donc on a mis en fait 3 graines. Oui. Et parfois moi, je me suis mis beaucoup plus, mais bon, voilà, le résultat est là. Mais c'est ça, c'est un semi-direct en fait. On n'a pas besoin de pépinière et de repiquage. C'est ça l'avantage, quoi. Oui, donc on gagne là, en termes de temps, on gagne un tout petit peu. Oui. Très bien. Maintenant, la question, je peux dire, la plus importante, comment doit-on entretenir les gombos? Alors, le gombo, en tout cas, le type de sol que nous avons ici, c'est un sol où on subit beaucoup d'attaques. C'est-à-dire, il y a les attaques autant au niveau des insectes, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui sont autour des plantes. Donc, comment entretenir le gombo? Déjà, il faut enlever les mauvaises herbes, ça c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, il faut aussi mettre des produits. Nous avons commencé par des produits, on va dire, comme l'arsenac, comme le soufre, comme le lanat, tout ça, on l'a mis en fait pour entretenir. Et dès que on a commencé à avoir les fruits, on a arrêté et on a mis d'autres produits parce que, comme je vous l'ai dit au début, on a derrière quelqu'un qui s'appelle Suleiman Agne qui nous donne souvent des conseils, qui nous a parlé par exemple du limousin, etc. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois, cette plante aussi demande beaucoup de traitement. Donc on le fait régulièrement, c'est-à-dire si c'est par exemple ces produits dont je viens de parler en premier, c'est une fois tous les 15 jours.
Mais pour les produits comme le limousin, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, il faut en mettre pour éviter que les attaques puissent empêcher la plante d'être productive. Et dans l'entretien, vous faites aussi le binage, hein, n'est-ce pas? Oui, on fait du binage aussi, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les mauvaises herbes qu'on essaie aussi d'enlever parce que ça, en fait, ça amène une concurrence à la plante. Et donc ça empêche la plante de pouvoir s'alimenter et de pouvoir avoir assez d'eau comme elle le souhaite. Et si on ne les enlève pas, forcément ça diminue en matière de productivité au niveau de la plante. Et vous avez commencé ici sur une surface de combien d'hectares? Alors, le propriétaire nous en avait donné 3, mais on lui a dit que pour des gens qui venaient de commencer, il fallait commencer par 1 hectare, ça nous suffisait. Donc on a commencé par 1 hectare. Là, on n'a même pas fait tout l'hectare. On a fait à peu près, je pense, 0,6, 0,7, des trucs comme ça. Parce que pour des problèmes de tuyaux, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrose. On arrose par des motopompes, on branche les tuyaux et on passe en revue tout le champ. Donc vu que les tuyaux n'arrivaient pas des fois jusqu'au fond, on s'est arrêté là où s'arrêtent les tuyaux et on a continué à planter. Et en termes de chiffres, combien de tonnes espérez-vous récolter? Alors, nous avons eu un problème ici qui fait que pour la productivité, pour la récolte, on n'aura pas autant qu'on voulait. C'est-à-dire que l'eau qu'on utilise est une eau qui a un peu de sel. Donc le sel, à la base, ça empêche à la plante de pouvoir se développer comme il faut. Mais heureusement, au moins, on a une certaine rentabilité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a investi depuis le départ, actuellement, on ne touche plus à notre poche. Tout est financé par le Gombo, donc c'est-à-dire tout ce qui est les journaliers, tout ce qui parle du traitement dont vous parliez, de nos transports, du fait de transporter, d'aller vendre, tout ça, c'est le Gombo qui le gère. On ne dépense plus rien. Donc sur ce côté-là, on est tranquille. On a retrouvé un peu un petit souffle par rapport au début. Donc par rapport à ça, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, on récolte, par tous les 2-3 jours, on récolte 3 à 4 sacs. Ça peut être des sacs de 50 kg, ça peut être des sacs de 100 kg. À peu près, d'après les cours théoriques que j'avais eus, c'est sur les 100 mètres carrés, il fallait 400 kg de récolte. On n'en est pas encore là-bas. Mais on est sur le chemin et on pense que même si on n'y arrive pas, on aura au moins quelque chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on apprend, donc tout ce qu'on trouve sur le chemin, pour nous, c'est bon, jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser en fait le domaine. Ouais. Et actuellement, le prix du kilo de gombo Alors, le gombo est très volatile. C'est-à-dire qu'on peut venir aujourd'hui vous dire le kilo à 600, le kilo, et le lendemain vous dire c'est à 300. Alors, parlez-nous des difficultés de cette culture. Les difficultés que nous avons rencontrées sont souvent des difficultés de début. Hein. Donc, nous avons trouvé quand même de l'eau un peu avec du sel, mais avec un degré de salinité pas très quand même dense. Nous avons même, je crois qu'à la base, nous avons même posé une bonne question à Souleymane Agne, qui nous a dit, mais si vous sentez qu'il y a un peu de sel, mais n'essayez pas. Et puis voilà, mais il y avait aussi un autre qui est là sur place, qui fait du gombo. Il nous avait dit, mais lui, il a fait du gombo, donc ça a marché. À un moment donné, on était un tout petit peu hésitant, et puis on s'est engagé, quoi. On s'est dit, bon, on va faire du gombo. Et puis l'autre difficulté, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les cuvettes étaient très proches. Ouais, là, on a eu beaucoup de reproches par rapport à ça. Ouais, parce que j'ai un cousin qui fait du gombo. Quand on lui a montré les photos, il m'a dit, mais comment se fait-il que vos cuvettes soient aussi proches que ça? Oui, ça aussi, c'est une autre erreur. La troisième, c'est vraiment les attaques. Les attaques, vraiment, c'est un sol argileux où éventuellement il y a eu beaucoup d'insectes. Avant, il y a eu des gens qui avaient fait d'autres cultures ici, donc sur la même superficie. Et là, c'est souvent les difficultés qu'on a, c'est soit l'eau, le fonctionnement des cuvettes. Et puis à un moment donné aussi, on arrosait beaucoup, donc on achetait beaucoup d'essence. Et beaucoup d'essence, tout le monde sait le coût de l'essence dans ce pays. À part ça, vraiment, ce ne sont pas des difficultés majeures. On s'adapte aux difficultés et puis ça va. Ouais. Pour les difficultés aussi, on parlera du personnel. Parce qu'au début, par exemple, on avait un gars fiable qui était là, qui travaillait très bien, mais il a eu un problème personnel qui a fallu qu'il rentre au village. Et on a eu des problèmes par rapport à ça, parce qu'on n'avait plus de personnel. Et des fois, quand vous prenez par exemple les journaliers, certains sont des bosseurs, on en a aujourd'hui qui travaillent, d'autres aussi ne travaillent pas comme il faut. Donc il y a ce sorte de management de personnel qu'il faut faire. Ça aussi, ce n'était pas vraiment notre domaine, donc on ne s'y connaissait pas trop. Donc ça aussi, c'était une difficulté. Il y a aussi la difficulté d'être proche du champ. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps présent.
Par exemple, nous avons d'autres activités annexes, mais on a tout lâché et on s'est concentré uniquement sur ce champ. Bien sûr, certaines personnes ne comprennent pas, par exemple les familles vous diront pourquoi vous avez tout lâché pour le champ. Donc cette pression-là aussi existe, hein, on la vit, mais on vit avec, on fait avec et maintenant elles ont compris, elles commencent à comprendre. Donc tant mieux, ça nous permet nous aussi de continuer. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est peu importe les difficultés, on est prêt à les affronter, à passer au travers, quoi. C'est ça. s'est élevé votre coût d'investissement? Alors, pour investir sur 1 hectare, sur un endroit comme ça, bon là, on a eu la chance d'avoir des puits, donc c'était aménagé. Mais sur 1 hectare, un terrain non aménagé, on ne peut pas commencer en deçà de 3 500 000. Ouais, en deçà de 3 500 000, on aura forcément de difficultés, il faudra courir à gauche, à droite. 3 500 000, on a une certaine sécurité. Donc ça, c'est un investissement minimum pour ce genre de projet. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer au pays et s'investir dans l'agriculture? Ouais, ben moi je leur dirais, ben allez-y, donc n'attendez pas une seconde, quoi. Pourquoi? Parce que les efforts que nous faisons, c'est vrai que c'est un problème c'est une question de choix. Il y a des gens qui veulent rester donc à l'extérieur, d'autres qui sont là qui veulent aussi rien faire, donc c'est une question de choix. Ben, je me garde de les juger aussi. Mais ce que je leur conseille, c'est vraiment d'essayer. Parce que comme on dit, il y a un proverbe qui dit quand on essaie, on se trompe souvent, mais quand on n'essaie pas, on se trompe toujours. Donc il faut essayer. C'est mieux de se tromper souvent que de se tromper toujours. Voilà. Donc il faut. Et puis l'agriculture est la base de tout développement. Vous allez dans n'importe quel pays développé, ils ont investi énormément d'argent dans l'agriculture. Et c'est très peu de gens, ça fait même pas, je crois, 2% aux États-Unis, le nombre d'agriculteurs. Et voilà, et c'est l'agriculture. Et ils arrivent donc à inonder donc le marché américain et même vendre. Ouais. Donc on a besoin de ça. Nos grands frères, nos grands-pères, ce qu'ils faisaient avant, nos grands-parents, nos aïeux, etc. Donc pourquoi pas retourner à la terre? Et puis il faut essayer, quoi. Moi je leur dirais tout simplement de venir essayer, de mûrir un projet, travailler là-dessus. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien. C'est ça, quoi, en fait. Ouais. Très bien. Et vos chers? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que quand on voit que ce sont des étrangers qui viennent dans nos pays, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Indiens, que ce soit des Marocains qui achètent des 500 hectares par-ci, des 200 hectares par-là pour investir dans notre pays, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ces gens-là ne viennent pas pour gaspiller de l'argent, ils viennent pour du business. Donc c'est à nous-mêmes de le faire. Donc s'il y a des Sénégalais de la diaspora ou ceux qui sont même ici au Sénégal et qui ont les moyens de le faire, il faut tenter. Parce qu'en fait, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, il faut l'apprendre par la souffrance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Très bien. Alors, nous allons vous donner une petite astuce par rapport au gombo, le kanja. Quand on récolte le gombo, en fait, il faut le récolter à ce niveau. Là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Mais dès que ça dépasse là, par exemple, je vous donne un exemple. Là, ça commence à devenir un gros kanja. C'est pas bon. Parce que ça va commencer à devenir un peu solide, un peu dur. Donc, il faut éviter de le cueillir à cette étape-là. Donc, dès que ça atteint ce niveau, il faut cueillir. Souvent, c'est à l'intervalle de 2 jours, parce que le kanja se cueille tous les 2 à 3 jours. Donc dès qu'on dépasse ces 2-3 jours, ça devient un peu plus dur et un peu plus grand, et là, c'est pas préférable. À ce niveau, souvent, on en fait de la poudre de kanja, ou certains, nos grands-mères ou nos mamans, les découpent en rondelles pour les vendre. Donc, je vais aussi revenir sur les bienfaits du kanja.
Les bienfaits du candia, on a décelé par exemple que dans le candia, on peut trouver de la vitamine C, du calcium, du fer, de la vitamine B2, B3, B6, B9, etc. Donc, et aussi du magnésium. Donc c'est très très riche et très très nutritif. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Zoumago. Merci à Cheikh et merci à Ibrahima pour toutes ces paroles et ces mots motivants qui encouragent la jeunesse à se lancer dans l'agriculture. Et pour ce qui me concerne, côté beaucoup plus technique, je vais un peu en fait parler du gombo, mais je ne vais pas y aller sur les aspects beaucoup plus techniques parce que Cheikh a un peu détaillé. Donc juste pour vous donner comme information, sachez qu'en fait pour le gombo, il est possible de le cultiver durant toute l'année. Seulement, il faut éviter les périodes un peu plus froides, comme le mois de décembre, janvier, parce que le gombo n'aime pas en fait la période fraîche, parce que ça ralentit, la fraîcheur ralentit, ou bien même en fait aussi ça arrête la croissance de la plante. Donc il faut aussi savoir aussi, c'est possible le gombo se cultive par semi-direct, donc avec 50 ou 100 grammes, il est possible d'emblaver 100 mètres carrés. Et au bout de 3 semaines, c'est là qu'il faut faire ce qu'on appelle l'écrécissement, ça veut dire enlever les cultures ou bien les plantes qui sont moins costauds et garder ceux qui sont beaucoup plus costauds. Et au 30e, 50e et 70e jour, il faut apporter de la fumier organique, il faut faire ce qu'on appelle la fertilisation. Et là, vous pouvez utiliser les traitements, les produits comme les produits de éléphant vert, comme les Festnova, Organova. Donc là, vous pouvez utiliser en fait ces produits d'éléphant vert qui sont surtout recommandés, surtout durant cette période hivernale, qui vous permettra en quelque sorte de contribuer à atteindre les rendements escomptés. C'est une culture qui demande beaucoup de traitements et beaucoup de suivi vraiment particulier pour permettre en fait d'atteindre en quelque sorte les résultats escomptés. Et normalement, au bout du 65e jour, vous pouvez commencer les premières récoltes. Et là, quand vous commencez à récolter, c'est chaque 3, 4 jours, et chaque 5 jours, vous pouvez commencer à récolter. Et sur le rendement, sur quelque chose comme 100 mètres carrés, vous pouvez attendre quelque chose comme 150 à 200 kg pour 100 mètres carrés. Donc, vous pouvez faire votre calcul sur 1 hectare pour voir quel est le rendement que ça va vous donner. Donc, de façon résumée, ce sont juste les éclaircissements que j'avais à donner sur le gombo. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro pour d'autres cultures et aussi d'autres personnes, d'autres échanges et d'autres innovations. Merci. Maintenant, cher Ibrahim, vos mots de remerciement, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas terminer l'émission sans vous remercier d'abord pour votre temps, pour votre disponibilité, pour la foi que vous avez en l'agriculture, le travail énorme et noble que vous faites, que vous êtes en train d'abattre. Nous ne pouvons pas terminer l'émission sans remercier nos familles respectives pour les encouragements, nos parents, nos femmes, nos frères et sœurs, nos amis. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier notre partenaire, Madiama Fall, sans remercier Daour Dioum de Sali qui a fait un travail extraordinaire sans rien attendre en retour. Nous remercions aussi le maire de Sandiara avec qui nous avons déjà eu un contact et nous allons continuer de travailler ensemble. Nous ne pouvons pas terminer non plus sans remercier toutes les personnes ressources qui sont là, qui nous entourent, Sadi, Modou, Ngor, etc. Et puis nous disons tout simplement merci, un grand merci donc à tout le monde, à toute l'équipe. Un bon courage et une longue vie, une très bonne audience à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous, cher? Donc, je vais rebondir sur les mots de mon associé. Donc, nous vous remercions, Sénagriculture, de la part de DDA, Dundel Agro, vivre et faire vivre par l'agriculture. Nous remercions aussi Sherfal Djorane, qui a été un acteur aussi très intéressant et très important pour nous. Et nous remercions aussi tous ceux et celles qu'on n'a pas cités et qui ont contribué à ce projet et qui, nous l'espérons, va aller de l'avant. Donc merci à vous. En tout cas, merci à vous aussi de votre disponibilité et pour toutes ces informations que vous avez eu à donner à nos chers abonnés et on vous souhaite aussi bonne continuation. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de Zoumago avec beaucoup plus d'informations. D'ici là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à poser vos questions si besoin. À très bientôt.